Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la peur de quitter le système universitaire. En fait, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est pas tellement abordé, enfin du moins c'était le sentiment que j'en avais avant de faire quelques recherches dessus. En fait, rapidement, comment m'est venue cette idée de vidéo, c'est que je regardais autour de moi et je me suis rendu compte que j'avais des amis qui étaient parfois multidiplômés, donc qui ont vraiment 2, 3, 4 diplômes et qui mettaient du temps à s'insérer dans la vie professionnelle. Ils allaient par exemple suivre une autre formation après avoir reçu leur 3e ou 4e diplôme. J'ai aussi pas mal d'amis qui ont fait des années de césure, moi y compris dedans, pour justement se poser des questions sur leur avenir, se demander est-ce que j'ai assez d'expérience professionnelle, est-ce que j'ai envie de travailler dans ce domaine, etc. Et du coup, ça va aussi avoir pour conséquence de retarder l'entrée dans la vie professionnelle. De l'autre côté, j'ai aussi des amis qui ont fini leurs études et qui 1 an ou 2 ans après font une pause parce que des fois ils ont eu des mauvaises expériences professionnelles et du coup ils vont se reporter sur une activité qui parfois leur offre une gratification qui est inférieure à leur niveau d'études, mais ils l'acceptent parce que ça leur permet d'obtenir un équilibre de vie qui leur convient mieux, de chercher une quête de sens en fait, de retrouver un peu un certain équilibre de vie, même si la compensation économique n'est pas au niveau de leur diplôme universitaire. Donc c'est cela qui m'a amené à me poser la question suivante: est-ce que les étudiants et les étudiantes ont peur de quitter le système universitaire ? Donc c'est une vraie question que je me suis posée, je me suis même posé la question à moi-même: est-ce que j'ai peur de quitter le système universitaire ? J'ai rapidement voulu savoir si c'était quelque chose de fondé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des articles à ce sujet, comment je peux m'informer davantage à ce sujet. Du coup, cette vidéo, c'est un peu le résultat des quelques recherches que j'ai fait, mais je tiens quand même à noter que c'est simplement une réflexion personnelle que j'ai eue et je veux partager avec vous cette réflexion-là. Mais je ne suis absolument pas une spécialiste du domaine, donc je me suis basée pour cela sur des articles académiques, des articles de presse, et je vous mettrai en description tous les articles sur lesquels je me suis appuyée pour faire cette vidéo. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vivement à vous-même l'explorer davantage. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que c'est un contenu qui est basé sur une réflexion personnelle et qui s'appuie sur quelques articles et des sources non exhaustives, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche, ce n'est pas ma spécialisation, simplement un sujet qui m'intéresse et que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Personnellement, dans mes recherches, j'ai trouvé 3 causes qui pouvaient expliquer pourquoi les jeunes restaient de plus en plus dans le système universitaire à l'heure actuelle. Donc la première raison, c'est en raison des changements sociaux. La seconde, c'est plutôt en raison de l'augmentation du nombre de diplômes. Et troisième, c'est la recherche de sens, la quête de sens. En ce qui concerne le changement social, en fait, il est ressorti des articles, etc., que j'ai lus, qu'on vivait dans un monde qui était mouvant, qui était en pleine mutation, qui est en pleine mutation. Le monde du travail change en même temps. Aujourd'hui, on a de moins en moins des parcours de vie qui sont linéaires, qui sont tout tracés, c'est-à-dire on va faire un métier et réaliser ce métier toute notre vie, notre carrière, ce sera un seul métier. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va avoir tendance à changer de métier, à occuper des postes différents, des fonctions différentes. Ce schéma classique, entre guillemets, est de moins en moins récurrent dans notre société. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais ça veut simplement dire que notre société évolue de telle sorte à ce que ce n'est plus des parcours de vie qui sont linéaires, qui sont classiques.
Et en fait, bien que ces schémas-là étaient assez linéaires, c'est-à-dire on savait qu'on allait faire telles études pour réaliser tel métier, que notre vie allait se baser sur cette carrière et l'exercice de tel métier, eh bien, en fait, même si c'est une forme de linéarité, ça offrait aux individus une sorte de cadre, une structure de vie s'organiser autour que d'un seul métier. Eh bien, la reconnaissance sociale de notre métier était très importante, c'est-à-dire que le métier était souvent un peu le miroir de notre identité. On se référait souvent à notre métier comme à une part de notre identité. Donc aujourd'hui, la quête de reconnaissance sociale au travers d'un métier est toujours visible. Simplement, comme on aura plus de chances d'exercer plusieurs métiers au cours de notre vie, eh bien, il est beaucoup plus difficile d'indexer son identité sur un seul métier. Il y a de l'autre côté tout ce qui est progrès technologique. En fait, ça va inciter les individus à s'adapter en permanence aux nouvelles connaissances. Donc par exemple à savoir utiliser un ordinateur, à savoir utiliser Microsoft, OpenOffice, enfin, vous voyez tous ces éléments-là, ou maintenant l'intelligence artificielle. Dans un travail de recherche donc, qui s'intitule Le déclassement à l'embauche des jeunes vers un changement de la valeur du diplôme. Donc ça a été réalisé par Jean-François Giré et Philippe Lemistre. Et bien justement, il montre que aujourd'hui, pour occuper un même poste, eh bien on peut demander des niveaux de compétences qui sont supérieurs à ce qu'on demandait avant. Donc typiquement, pour un même poste, on peut maintenant demander à ce que la personne qui va prendre ce poste sache utiliser les outils informatiques, sache, je sais pas, utiliser une boîte mail, etc. Et ça, c'est des compétences que l'on ne demandait pas forcément avant pour un même poste. Selon également le sociologue, donc j'ai peur d'écorcher son nom, donc je vais le lire, Rémi Odjiri. Eh bien, justement, il y a de plus en plus de chances que la figure de l'étudiant éternel soit en fait la figure de demain. Que l'étudiant éternel soit la figure de demain parce qu'en raison justement de toutes ces mutations sociales, de ces progrès technologiques, eh bien les individus sont de plus en plus incités à se former tout au long de leur vie, à acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, c'est de moins en moins rare en fait de voir des personnes qui vont reprendre des études ou des jeunes qui vont prolonger leurs études pour acquérir de nouvelles connaissances, pour acquérir de nouvelles compétences, parce que justement pour un même poste, eh bien, il peut y avoir des compétences supplémentaires qui sont demandées. Il ajoute justement que le fait de devoir s'adapter en permanence, de devoir faire cette mise à jour en permanence, ça peut provoquer un sentiment d'insécurité parce que justement, on ne sait pas si, par exemple, dans 10 ans, un même métier existera. Et du coup, ça rend beaucoup plus difficile le fait de se projeter dans l'avenir. Il indique notamment que chaque génération arrive dans un monde différent et pourquoi dans le futur, il y aura de plus en plus de figures d'étudiants éternels, donc de personnes qui se forment constamment tout au long de leur carrière professionnelle. Ça peut inciter de plus en plus de personnes à faire une reprise d'études. Selon l'enquête du CEREC, donc 14% de la génération sortie de formation initiale de 98 a repris des études de plus de 6 mois. Et pour la génération diplômés de 2010, ils sont 23%. Et donc, c'est à peu près une augmentation de environ 10 points de pourcentage, et ce en l'espace de 12 ans. Du coup, ça veut dire qu'on a de plus en plus tendance à faire une reprise d'études, même après avoir été diplômé. C'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. En fait, les individus, donc les jeunes diplômés ou non, peuvent avoir de plus en plus tendance à investir dans leur capital humain, c'est-à-dire dans l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, dans l'espoir justement de rentabiliser cet investissement sur le plus long terme lorsqu'ils vont effectivement occuper un poste. Et il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de diplômes qui sont délivrés dans notre société actuelle.
Et donc en fait ça c'est lié à la démocratisation de l'école et à la démocratisation du système universitaire. Et justement dans leur travail de recherche, eh bien, Jean-François Giré et Philippe Lemistre. Donc je tiens aussi à dire que ce travail de recherche a été fait en 2005, donc il commence à être quand même assez ancien, donc il faut le prendre avec des pincettes et le mettre en perspective par rapport à notre société actuelle, mais en fait c'est vraiment intéressant ce qu'ils disent dedans et c'est pour ça que je voulais quand même citer leur travail. Ils parlent en fait dans leur travail du déclassement des jeunes. Donc qu'est-ce que ça veut dire le déclassement des jeunes? Ça veut dire qu'ils vont connaître une mobilité descendante. Ils vont être déclassés socialement par rapport aux générations précédentes. Et donc, eux, justement, ils s'intéressent à deux générations, donc la génération de diplômés de 1992 et la génération de diplômés de 1998. Et en fait, leur question de recherche, c'est est-ce qu'il y a effectivement un déclassement des jeunes et s'il y a un déclassement, est-ce que les populations s'en rendent compte? Et du coup, leur hypothèse, c'est que oui, il y a un déclassement des jeunes au niveau des diplômes, mais il y a un écart entre le déclassement objectif, c'est-à-dire la réalité, le fait que effectivement les jeunes ont tendance à être de plus en plus déclassés, et de l'autre, le ressenti du déclassement qui, lui, est quelque chose de subjectif, c'est-à-dire la chose que la personne va ressentir personnellement. Un sentiment, c'est un ressenti. Du coup, ils montrent justement dans leur étude que oui, effectivement, il y a une tendance au déclassement des jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont, pour les jeunes en fait qui vont être diplômés, vont avoir beaucoup de difficultés à trouver un poste qui répond à leur niveau de qualification. Et du coup, des fois, ils peuvent, par exemple, en raison de contraintes économiques, occuper un poste qui les rémunère moins que leur niveau de qualification. Du coup, ils vont être suréduqués pour le poste qu'ils occupent. Donc ça, c'est un déclassement objectif. Mais de l'autre côté, il y a le déclassement subjectif, c'est-à-dire le ressenti individuel de la personne. Et là, justement, c'est vraiment très intéressant parce qu'il dit que, ces chercheurs disent que les jeunes, ils ont plus ou moins conscience de ce déclassement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que les individus vont percevoir la réalité sous un filtre, par le biais d'un filtre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se comparer aux générations précédentes. Donc typiquement, si un jeune a été diplômé en 1998, il ne va pas se comparer à un jeune qui a été diplômé en 1992 et qui occupe la même fonction que lui. En fait, on va voir la réalité sous un filtre, ça veut dire qu'on va se comparer à notre environnement social immédiat. On va se comparer aux jeunes de notre génération, on va se comparer à nos camarades de promotion et non pas aux générations antérieures. Et donc, si par exemple, je viens d'être diplômée et que à l'issue de ma diplomation, je trouve un poste, et bien si je regarde autour de moi et que je me rends compte que finalement la majorité des jeunes de mon âge ont eu du mal à trouver un poste, qu'ils sont moins rémunérés pour le même poste, etc., mon sentiment de déclassement va être moins élevé. Et du coup, ça en fait, ça peut amoindrir le sentiment de déclassement réel des jeunes. C'est justement ce que les auteurs appellent une forme d'intériorisation de la dévaluation du diplôme, dont justement les jeunes ont plus ou moins conscience, et ils rajoutent justement que selon aussi le rang du diplôme, donc c'est-à-dire notre diplôme qui est classé parmi tous les diplômes qui existent en France, par exemple, eh bien, ça peut avoir un impact sur notre ressenti de déclassement. Donc, autrement dit, plus notre diplôme va être bien classé et moins élevé sera notre sentiment de déclassement. Je trouvais quand même ça intéressant de parler de leur étude et notamment du fait que les jeunes, en fait, ils ont plus ou moins conscience de ce déclassement à l'embauche. Ensuite, il y a également la quête de sens.
Donc il y a aussi donc justement le fait que il y a pas mal de jeunes qui sont perdus au moment de faire le choix d'études, leur choix d'études. Donc qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je veux faire plus tard, etc. Et du coup, ce sentiment d'être perdu, il peut aussi se prolonger durant les études. Donc on peut être perdu avant de commencer les études, donc on va faire un choix en ne sachant pas trop vers quoi ça va nous mener, en ne sachant pas trop si c'est ce que l'on veut faire. Pendant les études, on peut aussi avoir ce sentiment d'être perdu, et aussi une fois que l'on va être diplômé. Et du coup, ça a pour conséquence de créer des parcours où les jeunes vont avoir tendance à se réorienter. Et donc, ils peuvent commencer une formation, puis se rendre compte que ça ne leur plaît pas et changer pour une autre formation. Et donc se réorienter. Et parfois même se réorienter une fois qu'ils ont été diplômés. J'ai fait 5 ans d'études de droit, je me rends compte que ce n'est pas un sujet qui me passionne, je me réoriente dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec mon diplôme précédent. Donc la réorientation peut aussi avoir lieu après justement avoir été diplômé, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la formation que l'on voulait faire. Autre élément qui est ressorti justement dans cette quête de sens, donc c'est dans un article publié en 2021 par Anton Stolper, donc pour Welcome to the Jungle, c'est que quand on est dans le système universitaire, eh bien on jouit toujours d'un cadre qui est encadré, on est toujours encadré en fait, donc c'est-à-dire on va avoir des professeurs, des maîtres de stage, on va être encadré dans notre travail, etc. Mais on jouit aussi d'une forme de liberté. On a un emploi du temps qui est beaucoup plus flexible que par exemple lorsque l'on occupe un poste. On peut avoir plus de liberté dans l'organisation et dans la gestion de notre travail. Tout ça tout en ayant un filet de sécurité, parce que, comme on l'a dit, on peut se réorienter si telle formation ne nous plaît pas, etc. Dans cet article, il y a une jeune femme donc, qui est interviewée, donc elle s'appelle Louise et elle a 24 ans. Et justement, ça montre à quel point Louise a eu un parcours qui a été marqué par beaucoup de réorientation, donc un bac S, puis un BTS design et graphique, suivi par 2 années de césure où elle travaillait en tant qu'auto-entrepreneur dans la communication. Puis elle a fait une fac de biologie, et après elle a quitté cette fac de biologie pour intégrer une autre école, et elle indique même qu'elle a hésité à faire de la médecine, mais qu'elle avait peur en fait de s'engager pour 7 ou 8 ans d'études. Et donc ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il est mis en avant que pendant nos études, on va chercher sa voie, on va chercher ce que l'on veut faire. On va se chercher en fait quelque part, et on attend un peu une forme de révélation, savoir ce que l'on souhaite faire dans la vie. Et donc justement, se réorienter, ça permet de tester des choses, de voir, sans pour autant s'engager. C'est beaucoup moins engageant de se réorienter dans les études, plutôt que justement de finir ses études et de trouver un poste, parce qu'on a beaucoup moins de flexibilité, c'est beaucoup plus engageant. Pour citer ce que dit Louise, elle dit « Je sais que le jour où je décide d'arrêter mes études, c'est que j'aurai fait un choix qui m'engage, alors que tant que je continue, je peux faire des virages à 180 degrés et changer tout le temps. Je garde les portes ouvertes, même si je ne sais pas toujours ce que je veux faire dans ma vie. » Et du coup, voilà, c'est une forme de garder en fait sa liberté, aussi de chercher sa voie, donc un peu une quête de sens. Qu'est-ce que l'on veut faire dans sa vie? On veut savoir ce que l'on veut faire dans sa vie avant de s'engager pleinement dans quelque chose. Et du coup, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Et également, il y a un article donc dans Le Monde qui est paru à ce sujet, enfin sur ce même thème, qui s'appelle justement « Il avait tout pour être heureux, qu'est-ce que l'on a raté ?» Et donc justement dans cet article, ça parle de jeunes diplômés qui sont diplômés justement de grandes écoles, etc.
et qui du jour au lendemain quittent leur poste parce qu'ils ont soit fait un burn-out ou parce que justement ils se rendent compte que leur mission ne correspond plus à leurs valeurs individuelles, donc par exemple des valeurs écologiques, etc. Du coup, ils vont quitter leur travail, qui souvent est un travail qui est bien rémunéré, mais au nom de valeurs, au nom d'une quête de sens. Et justement, c'est un choix qui peut ne pas être bien compris par l'entourage, qui est justement, d'où le titre en fait de l'article. Il avait tout pour être heureux, qu'est-ce qu'on a raté? Donc le on, c'est les parents. Les parents se demandent qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation de notre enfant pour qu'il arrête justement ce poste et pour qu'il fasse quelque chose d'autre, une autre activité économique qui est moins bien valorisée peut-être socialement ou qui rapporte moins économiquement. Et du coup, il va y avoir un écart qui se crée entre l'enfant et les parents qui ne se comprennent plus. Et du coup, il peut aussi y avoir une forme de peur aussi pour les étudiants de décevoir enfin les jeunes diplômés, pardon, de décevoir leurs parents lorsque justement ils s'engagent dans une voie qui est peut-être moins bien reconnue, etc. Parce que il avait tout pour être heureux, ça signifie son diplôme était très bien, il avait un très bon poste, il avait une situation sociale valorisée, et pourtant cette personne a décidé d'arrêter. Qu'est-ce que l'on a raté? Donc la toute première partie sur voilà pourquoi est-ce que effectivement les jeunes ont peur de quitter le système universitaire. Donc je pense que en vrai la réponse elle est très nuancée parce qu'il y a justement ce côté de comme l'exemple de Louise qui dit je ne veux pas m'engager, je préfère me réorienter, je veux trouver ma voie, etc. Donc il y a un peu cette dynamique individuelle de je me cherche, etc. Mais de l'autre côté il y a aussi des circonstances factuelles qui font que voilà, on est dans une société qui est en plein changement, il y a du progrès technologique qui est fait, il faut avoir les connaissances pour justement naviguer dans une nouvelle société comme celle-ci, faire des mises à jour régulièrement. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de diplômés et du coup on va avoir tendance à rallonger ses études pour peut-être nous apporter une plus-value, pour avoir plus de chances d'accéder à tel poste ou tel poste, mais de plus en plus de jeunes qui sont diplômés. Plein de facteurs en fait qui rentrent en compte. Et donc pour une question qui était un peu naïve et simple entre guillemets, la réponse est beaucoup plus complexe et donc moi je peux pas apporter de réponse franche. Très personnellement, je pense que la réponse est très, très nuancée et qu'il faudrait faire des recherches qui sont beaucoup plus poussées. Mais c'était quand même un sujet intéressant sur lequel se pencher. Et du coup, quelques suggestions aussi pour les personnes qui se demandent comment moi je peux faire pour mieux appréhender l'avenir, etc. Si vous posez des questions sur vos études, votre cursus. Donc moi je peux par exemple vous encourager à essayer de vous connaître davantage, à vous poser des questions. Moi durant mon année de césure c'est quelque chose que je fais pas mal. Donc j'ai un journal sur lequel j'écris régulièrement et je me pose notamment des questions sur est-ce que le domaine d'études dans lequel je suis me plaît, quelle opportunité m'offre ce domaine d'études, est-ce que je me vois faire ces types de métiers-là, comment je peux apporter en fait mon aide au monde, donc, et de quelle manière j'ai envie d'apporter mon aide au monde. Donc un peu se poser des questions comme ça pour aussi connaître soit ses valeurs, savoir si le domaine dans lequel on étudie c'est quelque chose qui nous intéresse, ou si ce n'est pas le cas, dans quel domaine on aimerait étudier, etc. Mais sachez en tout cas que c'est aussi une richesse d'avoir plusieurs connaissances dans plusieurs domaines. Donc il y a par exemple une femme dont j'avais lu la biographie, qui a justement commencé par faire des études en psychologie et qui après s'est spécialisée dans le domaine technologique et maintenant qui s'intéresse aux biais dans l'intelligence artificielle.
Donc c'est hyper intéressant et je pense que ces connaissances en psychologie ont pu enrichir justement son domaine de recherche. Et également, vous pouvez vous appuyer sur vos proches dans cette démarche. Donc par exemple, si vous avez du mal à reconnaître vos compétences personnelles, vous pouvez leur demander à vos proches quelles sont mes compétences selon toi. Également en regardant une vidéo sur YouTube, il y avait cette femme qui conseillait de justement demander à ses proches, à ses amis, enfin des personnes qui nous connaissent bien, pour laquelle de mes compétences tu serais prêt à me payer. Donc moi c'est quelque chose que j'ai fait auprès de mes amis et du coup c'est des compétences dont moi j'avais pas forcément conscience et justement demander ça à des proches, ça m'a permis d'avoir un retour extérieur sur mes compétences et des choses que je ne percevais pas forcément. Donc ça peut être quelque chose que je vous recommande de faire. Un autre élément, ça peut être aussi de s'informer donc dans le domaine, sur le domaine d'études qui vous intéresse, sur aussi les potentialités professionnelles de ce domaine-là. Donc vous pouvez faire des recherches sur internet, il y a aussi souvent des vidéos sur YouTube sur par exemple le quotidien d'un avocat, du droit des sociétés, etc. Et vous pouvez aussi directement contacter les professionnels, donc typiquement poser des questions à vos professeurs ou vous rendre à des forums pour découvrir des métiers et poser des questions aux professionnels. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn comme ressource et chercher un domaine qui vous intéresse, donc, ou un métier spécifique qui vous intéresse et demander à des professionnels comment ils en sont arrivés là, regarder leur parcours professionnel, leur poser des questions. Vous pouvez aussi regarder dans les ressources de votre université, donc souvent les professeurs ne sont pas que professeurs d'université, ils peuvent avoir une autre carrière à côté. Et donc justement, vous pouvez envoyer des mails à des professeurs et leur demander est-ce que je pourrais vous poser des questions sur votre parcours, sur telle partie de votre carrière, etc. Et donc ça peut vraiment être très intéressant et surtout enrichissant pour vous, pour voir toutes les potentialités, toutes les perspectives qui peuvent s'offrir à vous. Et également, je vous recommanderais de faire des expériences professionnelles, donc notamment des stages ou par exemple de travailler en apprentissage, en alternance. C'est aussi un bon moyen de savoir si on se projette dans un futur, dans le futur d'un métier. Est-ce qu'on se voit au quotidien pratiquer tel ou tel métier? C'est toujours une bonne introduction. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à nourrir aussi une réflexion. Et n'hésitez pas à approfondir le sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas aussi à faire des petits retours en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.